Oui, 17h32. Ouais. Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver, de vous accueillir donc, en tant que représentant des organisations syndicales des personnels civils de la Défense pour une audition sur le projet de loi de finances 2024. Je crois que c'est la seconde fois que nous vous recevons cette année, puisque nous avions déjà auditionné dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, et ce projet de loi de finances est le premier exercice de cette loi de programmation militaire. Je vais vous présenter, mes chers collègues, selon l'ordre des résultats aux dernières élections de ces représentants des organisations syndicales. Donc pour la CFDT, M. Albert Corbel et Christophe Henry. Pour la Fédération Force ouvrière et Faux Défense, M. Gilles Goulm et Erwan Larzoul, ou Larzul, je ne sais plus comment on dit. Pour l'UNSA Défense, M. Laurent Dutilleul et Laurent Tintignac. Pour la FNTE-CGT, Mme Virginie Parent et M. Lucien Bécu, je suppose qu'on dit. Et pour l'Alliance CGT-CFTC, M. Patrick Onado, CGC, et M. Laurent Buet, CFTC. Voilà, mes chers collègues, comme vous le savez, le personnel civil au sein du ministère des Armées représente environ 65 000 agents, soit environ 23% des effectifs, ce qui fait que le ministère des Armées, je crois, est un des principaux employeurs d'agents civils de l'État. Vous le savez, les agents civils sont indispensables au quotidien pour le fonctionnement, le soutien des forces notamment. C'est pourquoi il est important de veiller attentivement à ce que leurs conditions de travail soient optimales. Plusieurs enjeux, bien entendu, nous attendent, des enjeux d'attractivité, de recrutement, de fidélisation, dans un contexte de tension croissante sur le marché du travail, mais aussi de renouvellement des effectifs du personnel civil, des enjeux également de réforme de la fonction publique, de ses carrières, de ses rémunérations annoncées pour la fin de l'année ou au début d'année prochaine, au-delà des revalorisations salariales engagées à la suite des rencontres salariales du 12 juin dernier. Mais également des enjeux d'accompagnement social, du plan famille numéro 2, dont je crois 2/3 des mesures concernent les civils, à la réforme de la protection sociale complémentaire, en passant par l'évolution de la politique du logement. Et au-delà de votre appréciation sur les enjeux, mesdames et messieurs, nous serions bien sûr à l'écoute de vos réflexions sur ce projet de loi de finances pour 2024, en étant particulièrement attentifs à vos éventuels points de vigilance. Voilà, comme vous voyez, on a plusieurs votes en ce moment qui sont en cours au sein de la séance publique, ce qui explique également que plusieurs de nos collègues sont retenus en séance publique. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole à chacune de vos organisations pour 5 minutes, en commençant, je crois, par la CFDT. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Cette audition intervient quelques jours après l'attaque terroriste du Hamas sur la population israélienne. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté et nous tenons à le dire ici aussi que la CFDT condamne l'attaque du 7 octobre que le Hamas a lancée contre Israël depuis la bande de Gaza. Nous adressons nos pensées aux victimes et aux familles des victimes. Nous condamnons sans réserve la barbarie, les mises en scène odieuses de meurtres et de prise d'otages. Et nous exprimons une très grande inquiétude face à l'évolution de la situation qui éloigne encore les chances d'une solution pacifique au conflit israélo-palestinien, qui est déjà dans l'impasse depuis l'échec des accords d'Oslo et des années de radicalisation du discours politique de part et d'autre. La CFDT appelle les diplomaties européennes à parler d'une seule voix en faveur d'une désescalade. Le respect du droit international doit prévaloir, notamment avec une pleine application des résolutions de l'ONU qui reconnaissent le droit des peuples israéliens et palestiniens à vivre en sécurité. Les populations civiles israéliennes et palestiniennes sont les premières victimes d'un conflit qui n'a que trop duré. Le 7 octobre 2023 vient de confirmer, s'il était besoin, l'instabilité géopolitique internationale. Au-delà du malheur des victimes directes, que cela soit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Arménie et Azerbaïdjan, en Éthiopie, au Sahel, en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, et d'autres encore, cette instabilité est une menace pour notre nation et sa population et démontre la nécessité incontestable de ne pas baisser la garde. La loi de programmation militaire 2019-2025 a servi à enclencher le renouvellement des moyens. L'enjeu majeur de la future LPM consistera à concilier l'exécution des programmes majeurs d'équipement engagés tout en transformant les forces. Le risque pèse sur les arbitrages qui pourraient fragiliser la BITD et aller à l'encontre de notre souveraineté en matière de défense.
Les exigences d'agilité et de rapidité de la production portées par le concept d'économie de guerre doivent être soutenues par des commandes nationales. Nexter, par exemple, a fait l'effort d'investissement nécessaire à cette agilité et ils attendent encore les commandes qui rassureraient non seulement les travailleurs et les travailleuses, mais aussi la direction de l'entreprise. L'exécutif a beau jeu de miser sur l'exportation pour boucler les fins de mois de la BITD. Outre le risque non négligeable d'alimenter les conflits plus que de garantir la paix, l'exportation ne se décrète pas dans un marché mondial dominé par d'autres grandes puissances. Le projet de loi de finances pour le ministère des Armées tient les promesses de la LPM 23-30 avec une hausse de 3,3 milliards d'euros, ce qui porte le budget de la mission défense à 47,2 milliards d'euros, à répartir entre la masse salariale, l'action sociale, les investissements sur les équipements, le maintien en conditions opérationnelles, le soutien des forces et des infrastructures, dont acte. Outre les carnets de commandes des entreprises de la BITD de notre périmètre, que sont Naval Group et Nexter, les moyens accordés au MCO exécutés en interne pour l'armée de terre et l'aéronautique, ce sont les conditions d'emploi et de travail des agents du ministère des Armées qui nous intéressent. Et nous y incluons bien entendu les travailleurs et travailleuses des établissements publics sous tutelle et de l'IGESA. Le ministère n'est pas épargné, vous l'avez dit, Monsieur le Président, par les problèmes d'attractivité et de fidélisation. Cela finit par se traduire dans les mesures salariales en nette hausse dans le PLF 2024. Nous nous en réjouissons, bien entendu. Celle-ci, sans rentrer dans le détail, prévoit plus de 19 millions d'euros de mesures nouvelles pour les contractuels et un peu plus de 16 millions d'euros pour les hors mesures générales et GVT pour les titulaires du ministère. C'est globalement beaucoup plus que les années précédentes, si l'on ne remonte pas jusqu'à la mise en œuvre du PPCR. Ces mesures traduisent les efforts de rattrapage par rapport aux autres ministères. Elles traduisent aussi, il faut bien le dire, l'accent mis, ou plutôt imposé, sur l'effort pour recruter et fidéliser les contractuels. Le bilan global est positif, mais il n'est que la résultante d'une compétition entre les départements ministériels qui, dans un marché de l'emploi favorable à la demande, oblige les directions des ressources humaines à rivaliser d'imagination et de calcul pour offrir les mêmes conditions indemnitaires ou salariales pour les contractuels, pour pouvoir recruter. Qui sont les perdants de ce mécanisme ? Toujours les mêmes, les faibles catégories qui, si relativement aux efforts généraux accomplis par la fonction publique, ont bénéficié de meilleurs pourcentages de progression salariale, elles restent dans l'absolu pour les plus basses catégories en deçà d'un revenu qui permette de vivre dignement de son travail. Dans la comparaison entre les ministères, les considérations froidement opérationnelles concluent à la non-nécessité d'augmenter les revenus de basse catégorie. Ce n'est pas l'affaire du ministère dans sa politique RH, et nous l'avons entendu, mais c'est l'affaire de tous, et en premier lieu des organisations syndicales, d'agir encore et toujours pour que tous puissent vivre dignement des revenus de leur engagement professionnel. Les mesures salariales prévues au PLF 2024, qui laissent de côté une grande partie des agents de catégorie C, ne peuvent nous satisfaire. Le budget de l'action sociale ministérielle et l'argent consacré au plan Famille 2, dont le nom d'ailleurs est plus exactement plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles, ne peut pas servir d'alibi pour éviter d'augmenter les très basses rémunérations sur le personnel civil de la défense. Sur cette note un peu amère, je vous remercie beaucoup pour votre attention. D'ailleurs, sur le libellé exact du plan famille, donc les civils de la défense ne sont pas mentionnés. C'est les militaires et leur. C'est un peu ce que je voulais dire. Et leur famille. C'est pour ça que vous l'avez explicité. Oui. Bah, écoutez, vous avez bien fait de le préciser, puisqu'on parle tout le temps du plan famille. Avant de donner la parole à FO Défense, mes chers collègues, je suis sollicité par certains d'entre vous pour faire une pause pour pouvoir aller voter, sachant qu'il faudrait compter au moins un quart d'heure le temps d'y aller, de revenir, ou 10 minutes. De manière, il y a un consensus parmi vous pour y aller. Bah, c'est bon. Eh bien, écoutez, si ça fait consensus, moi, je suis un démocrate et donc je vous écoute les uns et les autres. Par contre, c'est pas tout de suite, hein, mes chers collègues. Je crois qu'il y a encore 4 explications de vote avant, mais chacun est bien entendu libre de ses mouvements. Et donc, je peux donner la parole à FO Défense dans cette attente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, dans un premier temps, nous vous remercions de nous recevoir afin de vous donner nos premières impressions sur le projet de loi de finances 2024, première annuité de la LPM 2024-2030. Nous ne commencerons pas cette déclaration sans condamner, sans ambiguïté, avec la plus grande fermeté, l'attaque sanglante menée par les éléments du Hamas contre Israël, tuant et enlevant hommes, femmes, enfants, personnes âgées.
Nos pensées vont aux Israéliens, mais aussi vers les travailleurs palestiniens et leurs familles qui feront hélas partie des victimes de la barbarie de ceux qui prétendent les représenter. Force ouvrière ne s'exprimera pas sur la politique de défense de la France sans pour autant se désintéresser de l'effort de défense qui doit être dirigé vers la protection de nos compatriotes et des valeurs de notre démocratie. Nous devons tout d'abord souligner le fait que le ministre des Armées a fini par recevoir les organisations syndicales durant quasiment 2 heures le lundi 2 octobre 2023. Nous sommes satisfaits en ce qui nous concerne de la reprise du dialogue au plus haut niveau du ministère et formons le vœu que, conformément aux propos du ministre, cette rencontre ne sera pas la dernière et qu'elle sera suivie d'effets, notamment sur les quelques annonces intéressantes qui ont émaillé cette réunion. Nous avons en l'occurrence noté la proposition du ministre d'évoquer dans des réunions dédiées en présence des directeurs centraux la situation et l'avenir des directions et services de soutien, tant les inquiétudes sont grandes suite à la promulgation de la loi de programmation militaire. Ces inquiétudes légitimes des personnels sont dues à parts égales, quasiment, tant aux annonces de suppression de postes qu'au manque de besoins qu'ils constatent au quotidien dans l'accomplissement de leur mission. Et j'oserais en ce sens paraphraser le ministre. À quoi sert d'avoir autant de milliards si au bout de la chaîne ça ne fonctionne pas mieux et si les agents n'en voient pas les effets ? Ce qui conduit inéluctablement à avoir une lecture tronquée de la LPM, considérant paradoxalement que c'est une LPM en trompe-l'œil. En ce qui concerne les effectifs, il va falloir sortir une fois pour toutes dans ce ministère de l'ambiguïté qui persiste entre la construction des référentiels en organisation, la réalité budgétaire et la masse salariale, et les réels besoins des armées et directions de soutien. Soit les référentiels en organisation ne sont pas cohérents et ne reflètent en rien les réels besoins des employeurs, et pire, ne tiennent aucun compte de la masse salariale, soit le budgétaire ne tient pas compte des réels besoins des établissements, et dans ce cas, il y a une véritable déconnexion entre l'affichage à travers cette LPM, son ambition, et les moyens qu'on met en œuvre pour sa réalisation. Et si on souhaite ne pas créer de distorsion entre les ambitions affichées d'une LPM à 413 milliards d'euros et la perception qu'en ont les agents, soyons clairs sur les objectifs et la réalité. Y aura-t-il des transformations et si oui, lesquelles ? Et y aura-t-il des suppressions de postes et si oui, où et pourquoi ? Il est aussi temps que les armées cessent de taper sur les services de soutien, considérant que si on leur rendait ces fonctions, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Nous ne sommes pas dupes. Cette petite musique se fait entendre à chaque changement de ministre. Réinternaliser les soutiens est une fausse bonne idée qui masque à peine la volonté de certains de remilitariser les fonctions de soutien et réduire à travers ça les effectifs de personnel civil. Et s'ils sont attachés à ce point à l'efficacité du soutien, qu'ils commencent d'ores et déjà à fournir les effectifs de personnel militaire en qualité et en quantité qu'ils doivent aux directions et pas seulement en Outre-mer et à l'étranger. Tout cela ne doit pas occulter la problématique des effectifs de personnel civil, leur recrutement, l'attractivité des postes et la fidélisation. En la matière, on ne peut pas nier que la question des salaires reste fondamentale. Mais aussi le sens que l'on donne à la mission, les conditions de travail, la question du logement, le parcours professionnel ou encore la stabilité. On peut inventer toutes les mesures catégorielles et nous sommes attachés à ce que ces mesures puissent améliorer la condition des personnels civils, mais l'augmentation du point d'indice, au moins au niveau de l'inflation et le rattrapage de la perte du pouvoir d'achat après 11 années de gel, reste pour Force ouvrière une revendication majeure. Nous soulignons néanmoins l'effort significatif apporté aux mesures catégorielles pour l'année 2024 avec quelques 35 millions d'euros, dont 19 millions pour les contractuels et 16 millions pour les titulaires. C'est nettement mieux qu'en 2023 qui a vu seulement 3,5 millions d'euros pour les titulaires et déjà 19 millions d'euros pour les contractuels. Nous n'avons pas de lecture des mesures catégorielles envisagées sur la période de la LPM, mais gageons que l'effort sera maintenu sur les prochains projet de loi de finances est accentué parce que on constate également à travers ces mesures catégorielles que les catégories C, les plus bas salaires de ce ministère, sont oubliées. La question des parcours professionnels constitue également un gage d'attractivité et de fidélisation dans notre ministère et force est de constater, même si les choses évoluent, qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Cette question ne peut se traiter qu'en améliorant considérablement les ratios pro d'avancement et en offrant des perspectives de déroulement de carrière décents aux agents, notamment en proposant plus de postes à responsabilité au personnel civil, notamment dans les services extérieurs. Dégager des perspectives en la matière ne pourra se faire qu'en permettant à des personnels civils d'occuper des postes détenus aujourd'hui par des personnels militaires. Il n'est pas question pour nous d'ouvrir un front et d'attaquer nos camarades militaires, mais ce sujet de l'équilibre sur les postes entre personnel militaire et personnel civil reste d'actualité si on veut élargir les potentiels de parcours professionnels pour les personnels civils. Les armées savent bâtir des parcours pour leurs personnels militaires, notamment les officiers. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas capables d'agir de la sorte pour les personnels civils. Force ouvrière sera force de proposition dans ce domaine. Comme en toute chose, l'équilibre est important. C'est pourquoi nous réitérons ici notre revendication d'un meilleur équilibre dans les recrutements entre personnels sous statut, contractuels et 41-39-2. Si nous avons besoin de toutes et tous pour accomplir nos missions, nous ne voudrions pas qu'à travers les prévisions du ministre inscrites en LPM d'augmenter considérablement le nombre de réservistes et de jours de réserve, on trouve là encore le moyen de complexifier un peu plus notre modèle RH qui a une fâcheuse tendance à multiplier les statuts différents sur les mêmes types de postes. Nous avons à maintes reprises dénoncé l'utilisation de la réserve opérationnelle qui trop souvent permet de pallier le manque d'effectifs dans certaines fonctions. Il ne faudrait pas qu'une LPM à 413 milliards se traduise
par une accentuation de ce phénomène. Je vous remercie de votre attention. Merci. Mes chers collègues, si ça vous convient, on peut prendre une dernière intervention. La parole est à UNSA Défense pour une durée de 5 minutes. Avec le micro. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'exercice auquel vous nous conviez ce 10 octobre se situe dans un contexte international terrible. La guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, ce qui se passe entre Israël et le Hamas et que nous condamnons, la situation au Congo, au Sahel, les tensions explosives en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Centrafrique, en Syrie, au Mali. Le monde est fragile et de plus en plus instable. Dramatique constatation. Avec la modestie qui s'impose, l'UNSA Défense déplore ce contexte guerrier, imposant une vigilance de chaque instant et rappelant à quel point vivre en paix, dans un pays en paix n'a pas de prix. Cette audition sur le projet de loi de finances 2024 se situe dans une phase de transition entre deux lois de programmation militaire. Et 2024 constituera en fait l'an 1 de la nouvelle LPM 2024-2030, dotée d'un budget de plus de 413 milliards d'euros, contre 295 milliards pour la précédente. On pourrait dire, si l'on s'en tenait à ce simple chiffre, que tout va aller mieux. Pas certain, hélas, pour ce qui concerne les agents que nous représentons, les personnels civils, leur métier, leur parcours de carrière et la perte de sens générée par bien des situations. Les organisations syndicales ont été reçues la semaine dernière, cela vient d'être dit, par le ministre, et Sébastien Lecornu a pris l'engagement de recevoir les organisations syndicales autour de groupes de travail liés aux grands sujets du ministère. L'infrastructure, le commissariat des armées, le service de santé des armées, également la DIRISI. Nous avons également été reçus la semaine dernière par la DRH du ministère de la Défense pour présentation des mesures catégorielles inscrites dans ce PLF 2024, dont nous soulignons l'effort au regard des années précédentes. Une seule année favorable aura malgré tout bien du mal à gommer à quel point les personnels civils ont été les grands oubliés des précédentes lois de finances. Nous ne tairons pas l'épisode douloureux du premier semestre 2023, portant réforme des retraites. Une réforme imposée par le président de la République et l'exécutif, dans un contexte de forte tension sociale, salariale, sapant jusqu'au fondement de notre démocratie, de crise inflationniste que tous nous savons, de crise de citoyenneté qui pose question. L'UNSA garde un goût amer de la façon dont ont été traitées les organisations syndicales sur ce dossier et le rejet de toutes les propositions qui ont été balayées d'un revers de main pour la grande majorité d'entre elles. Permettez-nous donc de douter de la sincérité de l'initiative proposée la semaine dernière par le gouvernement intitulée Agora et permettant, selon ses initiateurs, de renforcer le lien entre les Français et le gouvernement. Je cite le porte-parole, « Aidez-nous à construire les grandes décisions pour notre pays, interrogez-nous directement, votez pour les questions auxquelles les ministres répondront. » Chiche. Commençons par interroger le ministre de la fonction publique. Avec une inflation de 6% en 2023, programmée à 3% en 2024, une explosion des prix de l'alimentation et de l'énergie à 2 chiffres, calculés par l'INSEE ou l'OCDE, pas les plus gauchistes des instituts de sondage, la revalorisation du point d'indice servant de base au calcul de la rémunération des agents publics, elle, de 1,5% en 2023, et encore au 1er juillet, assortie de l'annonce de plus 5 points d'indice au 1er janvier 2024, environ 25 €. Seront-elles suffisantes pour donner goût à la chose publique et contenir les démissions dans un système décourageant les plus motivés? Un ministère des Armées désarmé. Faut-il meilleure démonstration que l'attrition au recrutement ou les départs de l'institution, malgré un plan de recrutement des plus ambitieux pour les personnels civils, annoncé à plus 5100 en 2024, sur un total de 28 300 recrutements, militaires et civils confondus, portant l'ambition d'une augmentation générale des effectifs en fin d'exercice 2024 à plus 456. Vous le savez, mesdames et messieurs les députés, le ministère des Armées n'est pas un ministère comme les autres. La loi de programmation militaire fixe un cap à 6 ans, c'est une bonne raison. De fait, nous nous inscrivons dans le temps long, avec des compétences et des ressources humaines calquées sur ce même tempo, que ce soit les matériels à entretenir, les technologies déployées, les nouvelles zones potentielles de conflictualité, l'espace ou les fonds marins, l'inflation des normes. Nous avons besoin de compétences inscrites dans la durée et dont l'État a le devoir de promouvoir de véritables parcours professionnels pour ses agents. 2 mots sont aujourd'hui sur toutes les lèvres, attractivité et fidélisation. Comment attirer les talents et les compétences, de l'ouvrier à l'ingénieur, dans tous les domaines faisant appel à des besoins de plus en plus pointus, et comment les conserver? L'UNSA, nous l'avons dit au ministre, entend ajouter à ces 2 leviers celui de la considération,
Aujourd'hui, personne ne vient et personne ne reste au ministère des Armées juste parce que. Voilà 10 ans que nous nous livrons à cet exercice devant vous. Toujours, les organisations syndicales vous ont alerté des conséquences prévisibles du décrochage salarial public et des parcours professionnels comme de carrière sur ces compétences dont nous avons tant besoin et derrière lesquelles le ministère des Armées court aujourd'hui. Les rémunérations publiques ont décroché des standards de l'industrie et il faudrait aujourd'hui faire preuve d'imagination et de créativité pour attirer et garder les meilleurs. Pensez-vous que l'industrie ait des scrupules à venir débaucher à bon compte ce que le ministère aura mis si longtemps à former et à acculturer? À l'image de cet article dédié au domaine aéronautique est paru dans Sud-Ouest ce week-end et intitulé « Il suffit d'avoir envie ». En proposant quelques 1000 postes au sein de 40 entreprises aéronautiques et pour lesquels tous les profils sont recherchés sur la place de Bordeaux. Avec quels moyens le ministère va-t-il pouvoir faire face à ces réalités, à moins de considérer que nous ne sommes qu'un centre de formation au bénéfice des industriels concurrents? Nous sommes lucides d'une situation des plus compliquées qu'ait eu à traverser le ministère des Armées depuis des années. Une crise des vocations sans précédent. Mais voilà des années que nous vous alertons des conséquences prévisibles de cet héritage. Et parce que nous ne sommes pas de nature à baisser les bras, nous n'imaginons pas un futur fait d'eux, il jura, mais un peu tard. L'invisibilité des femmes et des hommes du ministère des Armées est le signe d'une bonne respiration démocratique. Elles et ils étaient là lors de la crise Covid. Elles et ils seront à nouveau là pour le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques. Elles et ils assument pour les uns une sécurité à laquelle nous aspirons tous, et pour les autres, l'armée des civils, si vous me permettez, le meilleur soutien pour les matériels comme pour ceux qui les utilisent. C'est cela aussi une partie de la résilience de la nation. Pour ce qui concerne l'UNSA, non que nous ne soyons pas satisfaits de vous rencontrer, n'allez pas imaginer autre chose, mais nous n'entendons pas cocher la case « ça c'est fait » pour ce rendez-vous institué, et nous espérons que vous non plus. Les personnels civils des armées comptent pour 24%, 23,8% des effectifs ministériels. Ça n'est pas rien. Et si la discrétion est un marqueur de leur fonction, l'effacement, non. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Je suspends donc la séance pour une durée de 15 minutes et on se retrouve à 18h05 environ.
Bien, mes chers collègues, je vous propose de reprendre. Alors, donc après l'intervention de la CFDT, de FO Défense, de l'UNSA Défense, je passe la parole à la FNTE-CGT. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, samedi dernier, le Hamas a déclenché une offensive d'une violence inédite, s'en prenant à de très nombreuses cibles civiles. La CGT condamne cette escalade qui endeuille et prend pour cible des millions de civils israéliens comme palestiniens et dessert la cause palestinienne. La CGT adresse tout son soutien aux victimes israéliennes et palestiniennes et à leurs familles, ainsi qu'aux organisations syndicales palestiniennes et israéliennes avec qui elle travaille. Ces événements nous rappellent à nouveau que les guerres entraînent des atrocités et des victimes innocentes. Tout doit être mis en œuvre par la France pour travailler au règlement pacifique de tous les nombreux conflits qui agitent encore le monde aujourd'hui. Jamais la guerre ne doit être une opportunité pour quiconque. Aussi, permettez-nous d'être scandalisés des propos de M. Lecornu qui, récemment, lors d'une visite à Kiev, a affirmé que ce conflit était une opportunité pour les entreprises françaises. Est-ce le genre d'opportunité dont parle le ministre des Armées, alors qu'une enquête journalistique fait état de vente de matériel de surveillance à des dictatures ? Si nous gardons bien évidemment la réserve qui s'impose pour l'instant, il nous semble important que pour le moins une réponse soit apportée rapidement par les plus hautes autorités de l'État sur ces faits. Plusieurs fois, notre organisation est intervenue, y compris dans cette instance, pour demander qu'un véritable débat s'ouvre avec les élus de la République sur les conditions d'attribution des contrats d'armement. L'opacité qui entoure ces marchés contribue à beaucoup de dérives. Vous nous recevez aujourd'hui pour aborder le premier budget des armées de la nouvelle loi de programmation militaire. Comme déjà dit ici, pour la CGT, il n'est pas acceptable que l'équilibre budgétaire de la LPM soit assuré par la vente d'armes à l'export. Ces mêmes armes qui, immanquablement, tueront un jour nos ressortissants à travers le monde. Et que dire d'un budget consacré au stock de munitions qui augmente de 45% par rapport à la précédente LPM, qui était déjà elle-même en augmentation, portant l'effort à 16 milliards sur la période. Pour la CGT, les armes ne sont pas des marchandises. À ce titre, elles ne peuvent être une variable dimensionnant notre capacité à défendre nos citoyens. Voir et présenter les choses autrement, c'est concevoir la LPM dans un esprit de va-t-en-guerre. S'agissant des mesures catégorielles en faveur des personnels civils, la politique salariale du ministère fait état d'un contexte économique inflationniste avec un marché du travail dynamique et concurrentiel où le MINARM devient un terrain de prédation pour les employeurs privés comme publics. La politique salariale vise donc à fidéliser des catégories expertes tout en soutenant l'attractivité des nouvelles compétences. Force est de constater jusqu'à présent que le ministère ne se donne pas les moyens. L'attractivité et la fidélisation ne se gagneront pas avec des mesures à isobudget, mais bel et bien par une réelle politique de revalorisation des salaires. La perte des bordereaux de salaire pour les ouvriers de l'État et de trop nombreuses années d'austérité salariale pour l'ensemble des personnels ont conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. L'augmentation du point d'indice de 1,5% au 1er juillet et l'attribution de la prime inflation ne suffisent toujours pas. La décennie de gel des salaires et traitements nuisent à l'attractivité et sans rattrapage conséquent, notre ministère subira de nouvelles désillusions. L'examen du projet de loi, notamment pour les personnels civils et militaires de notre ministère, montre que la logique comptable reste la même, avec une précarisation de l'emploi accrue par le recrutement de contractuels et une perte de compétences. Un projet de loi de finances qui prévoit des dépenses catégorielles nouvelles, le plus souvent sous forme indemnitaire, qui, dans un contexte inflationniste, fait figure de mesure d'appoint. La CGT ne revendique pas des primes, mais bel et bien des salaires décents, des mesures qui, rapportées aux 50 milliards d'euros du budget de la Défense, démontrent un manque de considération pour les personnels civils. La CGT le réaffirme, des solutions existent déjà. Nous pensons notamment aux revalorisations salariales, l'augmentation des taux d'avancement pour tous, à la suppression des abattements de zone et un alignement par le haut des indemnités de résidence. Des mesures sont également nécessaires
pour l'amélioration des conditions et l'organisation du travail, l'égalité salariale femmes-hommes. Depuis le 1er septembre, la nouvelle réforme des retraites impose aux salariés de rester travailler quelques mois, voire quelques années de plus pour satisfaire un gouvernement inflexible, sourd aux mobilisations historiques. Le gouvernement a fait le choix, malgré une opinion publique opposée à cette réforme, d'un passage en force, d'un déni de démocratie, en brandissant à plusieurs reprises le 49.3. La réforme est donc passée. Le gouvernement vole ainsi les 2 plus belles années de retraite des salariés, alors que le corps fustige la réforme avant même qu'elle s'applique, en indiquant qu'elle ne règle en rien l'aspect financier et qu'une autre réforme sera nécessaire. Nous avions raison. Cette réforme n'était en rien financière, mais répond simplement à une logique européenne. Une fois de plus, le gouvernement commence à faire entendre la petite musique du 49.3. Qu'il s'agisse de textes budgétaires ou de textes plus généraux, la CGT dénonce cet usage permanent du coup de force qui vise à bafouer la représentation parlementaire démocratiquement élue. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière intervention est pour CGC, pour la CGC, je crois. Au nom de la CGC et de la CFTC, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Défense CGC et CFTC Défense vous remercie pour cette audition sur le projet de loi de finances 2024. Tout d'abord, nos 2 organisations syndicales s'associent pour condamner les attentats qui se sont produits le week-end dernier en Israël et bien entendu une pensée et un soutien aux familles. La loi de programmation militaire LPM 2024-2030 a été définitivement adoptée le 13 juillet dernier avec un budget en forte progression. Elle marque une volonté de la France de se doter d'une défense moderne et adaptée aux enjeux contemporains. Grâce à une augmentation budgétaire significative et une stratégie axée sur les investissements, les alliances et la recherche en technologie de pointe, la France entend renforcer sa capacité à faire face aux défis géopolitiques et sécuritaires du XXe siècle. En cohérence avec la LPM 24-30, le budget 2024 de notre ministère connaît une augmentation significative pour s'établir à 47,2 milliards d'euros. Pour ce qui concerne les personnels civils, il se traduit par une évolution positive des mesures catégorielles à hauteur de 35 millions d'euros. Cette augmentation salariale est une bonne nouvelle pour les personnels civils du ministère, mais reste très modeste. Il est en effet important de rappeler que cette augmentation salariale intervient dans un contexte inflationniste qui n'est pas près de s'éteindre. Cela soulève la question de savoir si ces mesures sont réellement suffisantes pour permettre d'améliorer l'attractivité et la fidélisation des personnels civils qui font tant défaut à notre ministère et malheureusement récurrente depuis des années. D'ailleurs, cette préoccupation légitime pour les personnels civils se pose aussi pour nos collègues militaires. Il est clair que les mesures prises ne suffisent pas à répondre aux revendications des personnels civils. Ces dernières années, il n'est plus surprenant de constater une augmentation des démissions et des difficultés croissantes en matière de recrutement. Les quelques millions d'euros supplémentaires par rapport aux années précédentes ne permettront pas de changer cette tendance. Certains pourraient dire que nous exagérons. Mais il ne faut pas oublier que sur les 20 dernières années, le point d'indice n'a augmenté que de 13%, tandis que le SMIC a progressé de 65% sur la même période. La dernière augmentation du point d'indice de juillet dernier, de seulement 1,5%, est entièrement absorbée par l'inflation et reste donc complètement déconnectée de la perte réelle du pouvoir d'achat des agents publics. La politique salariale calamiteuse des gouvernements successifs depuis de nombreuses années a conduit inexorablement à un tassement de plus en plus important de l'ensemble des grilles des catégories C et B. La catégorie A va bientôt être rattrapée. Les grilles indiciaires actuelles ne sont plus en adéquation avec la réalité du terrain. Le problème dépasse largement le ministère des Armées. Pour espérer faire adhérer les personnels civils à l'élan indispensable pour relever les défis et les enjeux à venir, il est essentiel de mettre en place une réflexion plus globale sur la politique salariale qui offre des perspectives d'évolution claires et motivantes en favorisant la reconnaissance professionnelle et en récompensant les performances. Cela passera par une refonte des grilles indiciaires qui favorise la progression et garantisse une augmentation significative du traitement. Cette réforme de la politique salariale que Défense CGC et CFTC Défense appellent de leur vœu depuis plusieurs années est malheureusement toujours repoussée
parce que coûteuse. Cette réforme doit être engagée sans délai, car elle demandera du temps pour être pleinement efficace et effective. Il faudra en effet concilier les intérêts des personnels et les contraintes financières. Il appartient à la représentation nationale de relever ce défi en portant cette réforme. Nous voulions évoquer maintenant quelques irritants. Le premier concerne les moyens quasi inexistants alloués à la DRHMD pour les actions de communication, ce qui rend cette tâche très difficile. Aujourd'hui, malgré les efforts de notre direction des ressources humaines, la composante civile du ministère reste méconnue et les étudiants sont mal informés des opportunités qui nous sont offertes. Ensuite, les parcours de carrière restent limités et ne concernent qu'une très faible partie des agents. C'est notamment le cas au service d'infrastructure de la Défense et à la DIRISI, Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, où ces situations sont source de découragement et de démotivation. Seul le HGA, avec le service d'infrastructure, et la DGA proposent véritablement des parcours de carrière valorisants. Un focus sur le SID, le service d'infrastructure, où la Défense CGC et CFTC Défense attendent avec impatience ces décisions sur les évolutions en cours qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous pour vos interventions liminaires. Nous allons désormais prendre les interventions des orateurs de groupe pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Michel Martinez. Oui, je vous en prie. Je voyais vos collègues qui levaient son micro, c'est pour ça que je me demandais si c'était bien vous, mais je vous en prie, vous avez la parole. D'accord. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, des personnels civils de la Défense et des Forces armées. Donc, avant d'en venir au point que je souhaite aborder dans cette audition, je tiens à dire que je suis quand même assez choquée par certains propos préliminaires concernant l'attaque du Hamas contre Israël. Je ne connais pas de solution pacifique qui tienne face à des gens qui massacrent des innocents et vont jusqu'à égorger des bébés. Donc, le groupe RN rappelle la nécessité d'éradiquer le Hamas, mouvement terroriste et donc criminel. J'en viens maintenant à un sujet RH, bien plus dans l'esprit de cette audition. Donc, mon audition est élément question. Les civils de la Défense représentent 23% des effectifs du ministère des Armées et y jouent un rôle crucial. L'inflation que la France traverse depuis plus d'1 an n'épargne personne, y compris vous et les personnes que vous représentez. Suite à un décret publié fin juin, vous avez pu bénéficier d'une augmentation d'un point d'indice d'1,5%. Cette hausse, qui s'apparente plus à une aumône, est bien loin de compenser la hausse des prix du carburant et de la vie en général, ce qui ne facilite pas le recrutement et la fidélisation. Ma question est donc la suivante. À quel degré estimez-vous ce manque de revalorisation du point d'indice impacte le recrutement ainsi que la fidélisation? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à avoir la parole. Je pensais que le groupe de la majorité s'exprimerait d'abord, mais il n'est pas représenté. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, chers collègues. J'ai évidemment attendu de vos interventions. Je me souviens de ce que vous nous disiez l'année dernière, que le ministre montrait peu de considération pour vous. Et j'ai entendu seulement l'un d'entre vous évoquer une légère amélioration. Donc je vais vous reposer la question. Qu'en est-il finalement de ces relations si tendues avec le cabinet? Évidemment, je vous ai entendu... En fait, j'ai été perturbé parce que je voulais signaler que je trouvais tout à fait anormal la façon dont certains se permettaient de vous charger alors que nous étions ici pour être à votre écoute. Voilà, je ferme cette parenthèse et c'était... je vais pouvoir retrouver le cours de mon propos. Vous avez évoqué évidemment la question des salaires, des rémunérations, et vous l'avez dit, mais je voudrais vous entendre le préciser. Le plan Guérini n'a pas suffi. Il ne répond pas aux besoins des catégories C en particulier, des salaires les plus bas. Vous avez évoqué la question de la contractualisation et de l'externalisation. Ce sont des combats que
nous partageons. En réalité, nous considérons qu'il n'y a pas besoin, nous ne devrions pas confier des missions du ministère à l'extérieur et au privé. Vous avez aussi évoqué la question de la réforme des retraites. Il nous semble, à la France Insoumise, qu'évidemment, on fragilise l'ensemble de la société avec cette réforme des retraites. D'abord par le fond, ensuite en fragilisant par exemple le tissu associatif et aussi en bafouant la démocratie sociale et parlementaire. Sur la question de l'attractivité, j'aimerais vous entendre sur la possibilité de restaurer les statuts parce que nous sommes, nous, très attachés à ce sujet et nous voyons bien que si la concurrence du privé elle est salariale, elle ne peut pas forcément, elle n'est pas forcément elle n'est pas aussi attractive que ça dès lors que la question du statut et des conditions de travail peuvent être mis dans la balance. Et puis il y a une question qui se pose concernant qu'est-ce que j'ai écrit, le projet de. Non, alors je n'arrive pas à me relire, donc je ne vais pas faire comme si je savais. Je vais m'en tenir là. Merci beaucoup. Pour le groupe démocrate, la parole est à Jean-Pierre Cubert-Tafon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales des personnels civils de la Défense, chers collègues, je vous remercie de votre présence aujourd'hui afin de discuter ensemble des personnels civils de la Défense. Aux côtés des militaires, le personnel civil représente près de 25% des effectifs et occupe principalement des fonctions de soutien, ce qui représente environ 63 200 civils. Depuis la mise en œuvre de la professionnalisation des armées en 1996, le rôle des personnels civils de la Défense a pris de l'importance, son emploi et ses responsabilités ne cessant de grandir. La contractualité a été largement démocratisée et ne cesse de prendre de l'importance. Considérez-vous que la situation actuelle soit satisfaisante et que les dispositions prises ces dernières années sur le sujet permettent des conditions de travail optimales pour les civils de la Défense? La question du logement, profondément liée aux enjeux de financement, a souvent été évoquée, tant sur la thématique d'une aide de prise en charge du loyer que de l'augmentation du parc des logements défense en région parisienne. Et je pense ici notamment au nouveau logement récemment ouvert rue Saint-Dominique. Des améliorations récentes sont-elles à saluer et les investissements consentis en ce sens vous semblent-ils suffisants? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux des personnels civils de la Défense. À l'occasion du projet de loi de programmation militaire que nous avons examiné au premier semestre de cette année, un objectif cible de 290 000 militaires et 65 000 civils à horizon 2030 a été fixé dans le rapport annexé de la loi susmentionnée. Afin d'atteindre cette cible d'effectifs, plusieurs chantiers relatifs à l'attractivité, aux compétences et à la fidélisation des personnels doivent être engagés. Parmi eux, une politique de ressources humaines modernisée en matière de gestion des carrières notamment, mais aussi une revalorisation de la rémunération selon les degrés d'expertise, les qualifications et les responsabilités d'encadrement. Pourtant, les domaines liés aux ressources humaines et aux dépenses de personnel sont marqués par une dynamique de recrutement en baisse dans ce projet de loi de finances post-LPM. En effet, le différentiel entre la LPM 24-30 votée cet été et le présent projet de loi de finances est de 244 équivalents temps plein. Nous aimerions, au groupe socialiste et apparenté, avoir votre regard sur ce constat. Cette réduction apparaît d'autant plus problématique que certaines filières, je pense particulièrement aux métiers du soutien, étaient déjà durement éprouvées par des sous-effectifs chroniques et une qualité de vie au travail qui en pâtit en conséquence, toujours plus d'astreintes, plus de stress et plus de fatigue. À titre d'exemple, le secteur de la restauration est dans une situation particulièrement alarmante depuis plusieurs années maintenant et connaît une concurrence directe, pour ne pas dire acharnée, avec le secteur privé malgré les surcoûts engendrés par l'utilisation des marchés publics et l'externalisation des services. En contradiction flagrante avec le discours affiché par le ministère, la déconnexion avec la réalité des pratiques en matière de défense semble réelle et préoccupante. Redoutez-vous une politique à peine dissimulée de remplacement des personnels civils par des salariés du secteur privé ?
Au-delà de la hausse des effectifs, quel levier pour gagner la bataille de l'attractivité et de la fidélisation? On a déjà bien sûr parlé de grille indiciaire et grille indemnitaire. Merci à vous. Merci. Pour le groupe GDR, la parole est à Fabien Roussel. Merci, Monsieur le Président, de nous permettre cette audition des représentants des salariés des organisations syndicales. Je voudrais saluer pour ma part les mots qui ont été prononcés par plusieurs d'entre vous en hommage aux travailleurs israéliens, palestiniens, aux familles qui sont aujourd'hui dans le deuil. Et je reconnais là la sensibilité de représentants de salariés qui sont toujours inquiets des graves dommages que provoquent les guerres, et ce sont toujours les travailleurs qui en subissent les conséquences les plus graves. Le budget des armées que nous étudions est un budget qui est exceptionnel, tout comme la LPM que nous avons eu à débattre, avec une armée qui a de nombreux défis à relever, vous en avez soulevé quelques-uns, et qui justifie une hausse importante de ce budget. Je vous avouerai que pour notre part, nous avons souvent souligné que le budget de la santé, de l'éducation nationale et d'autres grands services publics de notre nation devraient mériter les mêmes soins et bénéficier des mêmes augmentations. Pour autant, comme vous, je partage les interrogations qui ont pu être formulées sur l'économie de guerre que cela impose à notre économie et aux choix qui sont faits en matière de défense. Nous regrettons, nous aussi, le manque de moyens mis pour réparer les pertes de pouvoir d'achat et notamment l'absence de mesures fortes pour relever le point d'indice. C'est sur ce sujet que je souhaite vous interroger. Nous portons, mon groupe et les autres groupes de gauche et écologistes de l'Assemblée nationale, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait que nous à proposer ça, nous portons une proposition visant à indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. J'ai déposé un texte de loi sur ce sujet, comme ça existait d'ailleurs, y compris dans la fonction publique, jusqu'en 1983. Êtes-vous favorable à une telle mesure et soutenez-vous une telle proposition? Je voudrais connaître aussi la part des primes dans les salaires. Qu'est-ce qu'elle représente en pourcentage? C'est le mois Octobre Rose qui nous sensibilise sur le cancer du sein. Je sais que les femmes qui se retrouvent en arrêt, bien qu'elles soient prises en charge en ALD, elles perdent les primes correspondantes à leur salaire. Et c'est une injustice profonde. C'est la raison pour laquelle nous préférons, nous, qu'il y ait des salaires plutôt que des primes. Enfin, dernière question, il va y avoir une conférence sociale sur les salaires pour laquelle nous nous sommes battus, qui va concerner essentiellement les salariés du privé. Ne pensez-vous pas que les salariés de la fonction publique devraient s'inviter dans cette conférence sociale et obtenir, eux aussi, les mesures nécessaires correspondant à l'augmentation des salaires que vous réclamez? Merci, chers collègues. J'ai deux questions complémentaires. La parole est à José González. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Lors de votre précédente audition devant cette commission, dans le cadre de la LPM, vous aviez relevé à juste titre que les personnels civils de la Défense étaient peu, voire pas, mentionnés dans le projet de loi. Alors que vous représentez 63 000 salariés, soit le quart des effectifs du ministère des Armées, sachez que nous avons pleinement conscience au sein de notre groupe de votre apport à notre défense. Mes collègues et moi-même avons d'ailleurs eu l'occasion de rappeler ici les problèmes auxquels des métiers ou des catégories de personnel civil sont confrontés. À titre d'exemple, alors que le recours à l'externalisation doit être suivi et évalué par les parlementaires que nous sommes, mes collègues du Var ont remonté les difficultés rencontrées par les mécaniciens de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu à la suite de l'externalisation du magasin, qui avait généré de graves tensions sur la chaîne de maintenance des ATL2. Nous restons par ailleurs à l'écoute de vos revendications. Je pense à certains sujets d'actualité concernant les civils de la santé. Sur le fond, votre parole étant libre, nous aimerions vous entendre spécifiquement sur les métiers industriels. Notre pays entend engager sa réindustrialisation, mais nous avons constaté, dans certains domaines autres que la défense, dans l'énergie par exemple, que nous manquions de bras pour souder et assembler. Pourriez-vous nous dire si les mêmes tensions se retrouvent au sein du ministère des Armées sur des métiers aussi essentiels, notamment dans le domaine de la maintenance?
Nous constatons également des pénuries alarmantes de médicaments dans le domaine civil, alors que le ministère des Armées compte un service de production de médicaments avec la pharmacie centrale des armées, indispensable pour le soutien aux forces. Pourriez-vous nous dire si ce secteur dispose de ressources humaines et financières suffisantes au sein du ministère? Plus généralement, alors que nous déplorons des difficultés à recruter et à fidéliser les personnels militaires, pourriez-vous nous dire quel secteur serait touché par ce phénomène concernant le personnel civil? Je vous remercie. Merci. La parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales, vous avez les uns les autres partagé votre inquiétude profonde par rapport au contexte géopolitique et je vous remercie d'avoir eu cette parole qui témoigne de la solidarité des personnels civils à ce contexte qui aussi a un impact évidemment sur nos réflexions au sein du Parlement et dans cette commission. Je vais aller directement aux questions, même si je suis très sensible à ce que vous avez posé en élément central, la valorisation des parcours civils. Vous avez aussi rappelé les grands oubliés des lois de finances, c'est-à-dire les personnels civils de la défense. Et donc, évidemment, nos questionnements sont liés ce soir par différentes questions que je vais vous poser. Notamment, la première question concerne le corps des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux de la délégation générale pour l'armement. Ce corps des ingénieurs dispose d'une grille de rémunération en euros et non selon le point d'indice de la fonction publique. Et lorsque le point a été revalorisé, ils n'ont pas profité de ces dernières augmentations. Si, c'est bon. Bon, eh bien, écoutez, c'était l'objet de ma première question. Qu'en est-il de la revalorisation de leur rémunération dans un contexte de forte inflation? Donc ça, c'est bon. D'autre part, le corps... Deuxième question, le corps des ouvriers de l'État comporte des ouvriers très qualifiés, à fort savoir technique, essentiels pour la qualité du travail de nos armées. Quel avenir se dessine pour eux aujourd'hui au sein des armées, alors que les enjeux de fidélisation et d'attractivité sont plus que jamais importants, notamment face aux entreprises privées de la BITD, qui savent leur proposer des salaires très attractifs. Et dernière question, vous avez... pour quelques-uns, évoquer le dialogue que vous avez eu avec le ministre récemment, le 2 octobre, je crois, en tant qu'organisation syndicale. Vous êtes amené à entretenir ce dialogue social avec le ministère. Quel est l'état de ce dialogue social? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Et donc avec le ministre, mais bien sûr aussi avec la DRHMD. Je vous remercie. Monsieur Saintou, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme on est un petit comité, j'ai la possibilité de vous poser une question. J'ai repris mes esprits et j'arrive à nouveau à me lire. Le Président de la République avait évoqué le 13 juillet son dessein de lancer un projet de transformation du ministère. Sur ce sujet, je ne vous ai pas encore entendu. J'aimerais savoir quelles informations vous avez pu éventuellement glaner sur ce projet de transformation, dans quelle mesure les personnels civils vont être éventuellement impactés. Pour notre part, je crois qu'on peut le dire, les collègues et nous-mêmes ne sommes pas en réalité très éclairés sur les directions prises par ce projet de transformation qui semble pourtant devoir être d'ampleur. Donc voilà, je crois que c'est le moment de mettre en commun nos savoirs. Bien, merci pour cette dernière question. Mesdames et messieurs, nous avons donc la fin de la séance pour écouter vos réponses. Vous pouvez prendre 5 minutes ou un peu plus s'il le faut pour nous apporter vos réponses chacun, peut-être dans le même ordre. La parole est à la CFDT. Merci, Monsieur le Président. 5 minutes, ça va être un peu difficile de répondre à toutes les questions. On va peut-être essayer de se partager. Je vais prendre les questions les plus intéressantes et je vous laisse les autres. Bon, je suis en train de perdre du temps, ne m'interromps pas. Donc il y a des thèmes qui ont été abordés, des thèmes qui sont pas des surprises. L'attractivité, la fidélisation, ça a été abordé par un certain nombre de personnes. Je vais commencer par répondre sur la qualité du dialogue social, parce que c'est un sujet qui semble vous préoccuper. Et nos relations avec le ministre, bon, ça s'est amélioré, on va dire. C'est vrai qu'on a été un petit peu obligé de taper du poing sur la table. Donc il y a eu très récemment une communication de la part du ministère sur les relations qu'avait le ministre avec les représentants du personnel militaire, qui sont suffisamment intéressantes, semble-t-il, et constructives du point de vue des militaires. Et d'ailleurs,
le ministère se gargarise de la qualité de ce dialogue social. On a, la CFDT, rebondit sur cette qualité de dialogue pour demander de plein droit la même chose pour nous. Nous sommes les représentants du personnel civil du ministère. On a le droit d'interlocution avec le ministre sur des sujets qui peuvent être de tous les niveaux, mais le niveau du ministre, ce sont des sujets, on va dire, politiques, qui ont une influence évidemment sur la qualité de vie au travail, sur l'organisation du travail, sur un certain nombre de choses au ministère. Notre tribune semble avoir porté ses fruits. On va laisser le temps au temps pour vérifier si ça se confirme, mais on est parti d'une réunion un petit peu fourre-tout lundi dernier, et ça va, comme ça a été dit dans une des déclarations liminaires, ça va se concrétiser normalement par des réunions un petit peu plus structurées qui permettront d'aller jusqu'à des réflexions, enfin d'avoir des réflexions qui iront jusqu'à des livrables et des décisions, nous l'espérons, structurées. D'ailleurs, en parallèle avec un dialogue social, pour le coup, avec l'administration du ministère, qui est, je ne vais pas dire d'excellente qualité, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais de bonne qualité, sur la base d'un agenda social qui a été, je ne peux pas dire non plus négocié, mais on va dire pour lequel on a été concerté, avec des objectifs, des livrables, des méthodes qui ont été discutées avec les organisations syndicales. Donc le dialogue social au ministère, il est bon. L'administration fait avec ce qu'elle a. Il y a des choses à redire, et on en reparlera d'ailleurs en termes d'attractivité et de fidélisation. Mais globalement, on n'a pas à se plaindre de notre administration. Autres points donc, qui ont été évoqués, ce sont principalement les sujets d'attractivité et de fidélisation. Bon, c'est venu par vous tous, hein, les questions ont fusé sur le sujet. Quels sont les leviers d'attractivité au-delà donc des mesures de rémunération qui sont évidemment un point de vigilance de notre part, hein. C'est d'ailleurs le point principal. Bon, c'est pas le seul, mais c'est le point principal. Il y en a d'autres. Il y a tout ce qui traite de l'organisation du travail. Qui est en particulier d'ailleurs le télétravail, qui est une organisation du travail assez récente, mise au devant de la scène par la période Covid, assez mal engagée d'ailleurs au moment de cette période Covid, mais qui s'est organisée depuis et qui a fait l'objet d'un accord signé entre les organisations syndicales et l'administration du ministère. Un accord qui n'est d'ailleurs pas respecté comme il faudrait partout. Mais globalement, justement, respecter cet accord sur l'organisation du travail est aussi un levier de gain de pouvoir d'achat, si c'était la question. Le plan Guérini a-t-il suffi ou pas? Bon, le plan Guérini, ce sont des mesures, on l'a tous dit, c'est un peu de la répétition ce que je vais faire là, mais ce sont des mesures d'augmentation de la valeur du point d'indice insuffisantes. Ce sont des mesures de compensation de l'inflation par des primes ponctuelles évidemment insuffisantes. Donc je rebondis sur une question qui a été posée. Est-ce qu'on préfère les primes ou l'augmentation du salaire, enfin l'augmentation indiciaire du salaire, ou d'abord quelle est la part de prime? Elle est variable, hein, elle est surtout elle est importante, très importante, enfin plus importante pour les catégories A que pour les catégories C, mais elle est de toute façon trop importante par rapport au salaire de base et salaire final. Bon, vous le savez tous, les primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits de pension. Donc évidemment, on préférerait que l'augmentation elle soit soclée dans l'indemnitaire plutôt que dans les primes. Quoi d'autre? Oui, sur les ouvriers de l'État. Oui, vous avez posé, Madame Thomas, des questions intéressantes sur les ICT, TCT. Alors, la question que vous posiez, vous avez eu la réponse. Le salaire des ICT, TCT a bénéficié de l'augmentation, en partie en tout cas, accordée aux fonctionnaires, à l'augmentation du point d'indice. Il y a eu une transposition de cette augmentation chez les ICT, TCT. Qui était prévu, qui était annoncé à 3,5% au départ et raboté à 2,9%, me semble-t-il, ensuite, mais pour des raisons qui ont été expliquées, alors que je ne maîtrise pas, je laisserai quelqu'un d'autre les donner, qui ont semblé ne pas trop provoquer de cris d'orfraie. Mais les ICT-TCT sont aujourd'hui confrontés à un autre souci, c'est celui de la transposition de la Convention nationale de la métallurgie
au ministère. Alors, les deux employeurs du ministère, d'ICTTCT au ministère, sont la DGA et le service industriel de l'aéronautique, le SIAE, principalement la DGA d'ailleurs. Donc, c'est la DGA qui qui gère le statut, enfin le quasi-statut, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est eux donc qui sont en train d'élaborer des mesures en pseudo-concertation avec les organisations syndicales pour transposer la Convention nationale collective de la métallurgie au ministère. Et là, on peut dire que ça se passe plutôt mal. Il n'y a pas une adhésion massive de la part de la population ICT-TCT au décret qui régira cette transposition et aux mesures plus concrètes de transposition que propose la DGA. Donc ça se discute, la DGA est en phase de révision de sa copie pour essayer de convaincre la population concernée par l'intermédiaire de leur représentation, c'est-à-dire nous, de l'intérêt et de mesures qui conviendront. Ça doit se faire très rapidement, d'ici le 7 novembre, si j'ai bien compris. L'avenir des ouvriers de l'État au sein du ministère, les ouvriers de l'État, la population des ouvriers de l'État s'est réduite comme peau de chagrin depuis 2008. Il semble quand même qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la nécessité de conserver ce statut, cette population au sein du ministère dans un certain nombre de métiers, de professions. Et donc, le problème d'attractivité et de fidélisation est pris aussi en compte pour cette population, avec des négociations qui ont eu lieu pour une partie de ce qu'elles concernent et qui sont en cours pour d'autres choses, pour justement continuer à recruter et à fidéliser les ouvriers de l'État, malgré la concurrence acharnée, vous l'avez dit, des entreprises privées, principalement d'ailleurs du secteur de l'aéronautique, et du maintien en conditions opérationnelles terrestres. Et en général, voilà. Mais écoutez, je ne vais pas trop prendre de temps, je laisse la parole à mes camarades. Merci. La parole est donc à Infodéfense. Merci, Monsieur le Président. Oui, il y a plusieurs éléments qui ont été apportés. Je ne vais pas les rappeler. Je considérais que la question concernant les déclarations sur le Hamas ne me concerne pas, puisque nous avons condamné fermement et sans ambiguïté. Donc je ne vois pas ce que je pourrais rajouter à ce qu'on a pu dire. Pour ce qui est des questions qui ont été posées, notamment sur le point d'indice, ça me permet de lier tout ça. Sur le point d'indice et la part d'indemnitaire qu'il y a sur le salaire des agents publics, ça, camarade de la CFDT l'a dit, c'est variable. C'est en gros aujourd'hui en une moyenne de 40% d'indemnitaire sur le salaire, ce qui n'est pas le cas pour tous les personnels, mais ce salaire des fonctionnaires, plus élevé chez plus haute catégorie que chez plus basse, mais ça j'enfonce une porte ouverte. Et bien évidemment, nous sommes favorables, nous, à réindexer les salaires sur l'inflation, bien évidemment. Et ça pose d'ailleurs la question de la part de l'indemnitaire dans le salaire des agents publics, ça pose la question notamment de la prise en compte pour les retraites. Et donc il y a une volonté très forte depuis de nombreuses années de maintenir le pouvoir d'achat, ou tout du moins de tenter de maintenir le pouvoir d'achat uniquement avec de l'indemnitaire. Justement dans l'objectif de ne pas, dans un des objectifs de ne pas prendre en compte cette part des salaires dans le calcul des retraites. Donc nous sommes favorables à ce qu'il y ait de moins en moins d'indemnitaires et de plus en plus de traitements indiciaires et bien évidemment de revenir, et notre revendication elle est claire, hein, nous l'avons dit, hein, nous demandons à ce qu'il y ait un rattrapage des pertes de pouvoir d'achat pendant les 11 années de gel de points d'indice, et à tout le moins une augmentation du point d'indice au moins égale à l'inflation. Ça, c'est notre revendication, ce qui me permet d'apporter une précision à ce qu'a dit M. Corbel de la CFDT. En fait, les 2,9% pour les ICT-TCT, c'est parce qu'il n'y a quasiment pas, il n'y a pas d'indemnitaire chez eux, en fait. Donc, les 3,5% pour les fonctionnaires, c'était sur l'indiciaire. Mais appliquer les 3,5% chez ICT-TCT, amener, c'est pas nous qui le disons, amener une espèce d'effet d'aubaine qui fait qu'ils auraient bénéficié d'une augmentation plus importante que pour les fonctionnaires. C'est pour ça qu'avec une pondération, ça a été ramené à 2,9%. Le dialogue social, ça a été évoqué, j'en dis un mot rapidement, mais le dialogue social, il existe dans notre ministère. Il existe avec les armées, avec les DRH d'armée, contrairement à ce que certains pourraient penser, on discute et on dialogue avec les militaires. Les chefs d'état-major sont ouverts au dialogue, on a un dialogue social qui existe, le dialogue social existe avec le DRHMD, avec le SGA, avec le DGA, avec le chef d'état-major des armées, le dialogue social existe. La problématique que l'on a, alors qu'on a eu avec ce ministre qui nous a reçus maintenant depuis il y a quelques jours, qui vient de se rendre compte et de se souvenir qu'il y avait des personnels civils au ministère des Armées, bon,
je taquine un peu parce qu'en fait, il y a eu quelques éléments. Ils refusaient de nous parler pendant la campagne électorale. On n'a jamais compris pourquoi, d'ailleurs, la campagne électorale, les élections professionnelles. Hein. Et ensuite, il y a eu la problématique de retraite qui fait qu'on a eu un dialogue social un peu bloqué. Mais moi, je vais être très clair et un peu, je n'utilise pas la langue de bois. Si on n'a pas un conseiller social ou une conseillère sociale qui nous sert de porte d'entrée, pardonnez-moi l'expression, au cabinet du ministre et au ministre, en fait, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pendant des mois. Nous souhaitons qu'avec la nouvelle conseillère sociale, les choses s'améliorent et on puisse avoir accès au ministre et au cabinet du ministre. Et ça, c'est une véritable problématique. Effectivement, le dialogue social, il fonctionne dans les autres niveaux du ministère, mais on a besoin d'avoir du ministre une écoute, que ce soit en multilatéral ou en bilatéral. Le ministre doit nous parler et entendre ce qu'on a à lui dire sur ces sujets-là. Plusieurs questions qui ont été posées sur lesquelles mon camarade a répondu, je ne reviendrai pas sur... Alors la transformation du ministère, je sais pas, j'ai un peu le sentiment, je vais essayer de ne pas être indélicat, que le président de la République a dit on va transformer le ministère. Bon, très bien. Avant, on le restructurait, après, on l'a réorganisé, maintenant, on le transforme. On va finir par être en panne de termes, en fait, et de mots. Hein. Comme disait Jean Jaurès, quand on n'arrive plus à changer les choses, on change les mots. Donc maintenant, on transforme. Ce ministère, il est en transformation permanente depuis 1993. On a même tendance à considérer aujourd'hui qu'on va revenir en arrière, notamment sur les directions de soutien, et on commence à évoquer le retour en arrière de ce qui a été fait avec l'horreur qu'a été la RGPP dans notre ministère. Donc on commence à évoquer... Mais en fait, quand vous interrogez, quand le ministre vous en parle, voilà, c'est des transformations, on aimerait bien savoir lesquelles, nous, mais on ne va pas réinventer, si je puis dire, la poudre. Les problématiques que l'on a, en fait, dans notre ministère sont des problématiques de process et d'organisation. C'est-à-dire que la RGPP a instauré dans notre ministère un fonctionnement en silo, alors qu'en fait, à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi. On ne sait plus qui prend les décisions, on ne sait plus à qui s'adresser, notamment en matière d'infra, de réseau d'infrastructure. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est à ça qu'il faut répondre. Et en souhaitant, que le ministre l'a évoqué, en souhaitant qu'il ait pris conscience de ça et qu'on soit capable d'améliorer nos process. Moi, j'ai tendance à dire, mais c'est Force ouvrière qui le dit, il faut peut-être remettre un petit peu dans ce qu'on a mis en œuvre en 2008 avec la RGPP, remettre un peu de commandement là-dedans et d'avoir des commandants de base de défense qui ont encore les manettes et qui sont capables de dire voilà ce qu'il faut et voilà comment on va faire. Parce qu'aujourd'hui, bien malin, celui qui est capable de nous dire, je caricature un petit peu, mais à peine, celui qui est capable de nous dire comment ça fonctionne dans beaucoup de domaines. Les baisses d'effectifs, ça a été évoqué. En fait, on a une vraie problématique là aussi. Ça dépend de quoi on parle. On a nos sacro-saints référentiels en organisation. Je vous engage à regarder ce que c'est que ce truc. On est les seuls ministères à avoir ça, en fait. Donc, qui décrit en organisation les postes qui doivent être, ce qu'on doit occuper pour, entre guillemets, remplir le contrat opérationnel. Et puis, on a la masse salariale. Et on a la masse salariale et on nous rajoute une couche avec le schéma d'emploi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas atteint votre schéma d'emploi, vous perdez votre masse salariale pour l'année suivante. En fait, il y a une vraie déconnexion entre l'organisation, référentiel en organisation, et le budgétaire qui ne se parle pas. Et ça, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, on annonce des suppressions de postes, mais on nous dit, mais attention, c'est pas grave, ce sont des postes que vous n'avez pas, de toute façon, ils ne sont pas occupés. Et en plus, il n'y a pas la masse salariale dessus. Oui, mais en attendant, ça décrit des besoins. Et nos référentiels en organisation, nos armées ne sont pas complètement stupides à décrire des référentiels en organisation qui ne répondent à rien. Donc en fait, on nous dit que ce sont des postes, mais ce n'est pas la première fois qu'on nous l'a fait celle-là. Ce sont des postes qui ne sont pas occupés et sur lesquels il n'y a pas la masse salariale correspondante, mais en attendant, ce sont des personnels que l'on ne recrutera pas, alors que les besoins existent. Là, il y a une vraie déconnexion entre les besoins et le budgétaire, et ça, c'est un vrai problème dans notre ministère. Et au demeurant, d'ailleurs, je reviens, parce que c'est lié à ça, je reviens sur le dialogue social, parce que j'ai oublié un élément. Enfin, quand je dis que le dialogue social fonctionne, il fonctionnerait encore beaucoup mieux si on n'avait pas en permanence cette sacro-sainte DGAFP, qui se comporte en DRH de l'État et qui nous dit en permanence ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Alors je passe encore sur Bercy parce que là tout le monde y est confronté, c'est encore pire. Mais on a eu l'exemple avec la négociation sur la protection sociale complémentaire, on est parvenu à un accord. Toutes les organisations syndicales ont signé l'accord sur la protection sociale complémentaire, volet santé. La prévoyance, on n'y est pas encore. On signera cet accord. Mais ça a été extrêmement compliqué parce que la position de la fonction publique a été de dire il y a un accord fonction publique qui a été signé par les organisations syndicales au niveau de la fonction publique. Vous ne sortirez pas de cet accord fonction publique. Si c'est ça qu'on appelle des négociations ministère par ministère, on voit tout de suite les limites de l'exercice. Et à chaque fois qu'on a un dialogue où nous avons des revendications, on les développe.
Après, on nous écoute pas, mais ça, c'est le sens de la négociation, ça. On vient avec une revendication, et en face, on nous explique ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Mais systématiquement, on nous rétorque, et très régulièrement, ah, on peut pas, hein. La DGAFP n'acceptera jamais. Donc, en fait, on va même pas au combat. Et on ne demande même pas à la DGAFP qui se comporte en DRH de l'État si on peut le faire. Et ça, c'est une vraie problématique qui n'est pas uniquement liée à ce qui se passe dans notre ministère, mais qu'on évoque régulièrement, tous les ans. Mais à un moment donné, est-ce qu'on aura un gouvernement qui va oser dire « bon, ça suffit ». C'est bien gentil, on veut bien qu'à un moment donné, il y ait une cohérence dans la gestion des personnels de la fonction publique, mais on ne peut pas considérer en permanence qu'il y a une espèce de DRH de l'État, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a des discours sur la déconcentration, et plus on a des discours sur la déconcentration, et plus on concentre. Merci. La parole est à UNSA Défense. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de... Alors, juste un point sur la méthode, on évoquait ça en aparté tout à l'heure. C'est vrai que ça serait bien d'avoir les questions avant, qu'on puisse les préparer, puisque ça permettrait de se les partager et d'avoir quelque chose d'un peu plus de méthodologique. Donc, on fait ça un petit peu à la débeauté. Donc, vous nous avez interrogé sur notamment le pouvoir d'achat et sur le point d'indice. Alors, comme ça a été dit... Le problème d'un gel, c'est qu'on est passé de quelque chose de conjoncturel à quelque chose de structurel. C'est-à-dire que sur un moment où vous aviez budgétairement la possibilité de dire « allez, on a du mal budgétairement, on bloque 2 ans », le fait d'avoir bloqué 14 ans, parce que c'est 14 ans, il faut se dire les choses, c'est devenu un problème structurel. C'est-à-dire que maintenant, vous avez le premier corps et presque le deuxième corps qui sont touchés et qui gagnent tous la même chose à la fin du mois. Donc ça... On ne peut plus parler d'avancement. Ça sert à quoi de changer de grade? Ça sert à quoi de prendre des responsabilités si vous êtes tous payés de la même façon? On est d'accord sur le sujet? Voilà. À créer le cumulé, comme l'a dit les autres, c'est un cumulé. Il faut faire un cumulé de toutes les pertes. Si vous voulez compenser, il faut faire un cumulé annuel. Donc là ça se compte en milliards bientôt. Donc je pense que le sujet est trop délicat pour qu'on en traite là. Vous avez abordé la question du problème entre le statut, les contractuels. Le statut, c'est pas... ça me dérange quand on emploie le mot statut, parce que qu'est-ce qui dérange dans le statut? Le statut, il fixe un mode de rémunération... Non, excusez-moi, il fixe un mode de rémunération, certes. Il fixe un mode de recrutement, un déroulement de carrière. Il fixe plein de choses. En fait, c'est comme une convention collective, quoi. Donc quand vous parlez statut, il faut savoir de quoi on parle dans le statut. Voilà. Donc ça, c'est un sujet, c'est pour ça que j'insiste sur le sujet du statut, c'est on met tout ou rien, donc non, il faut parler, il faut être précis sur ce qu'on avance. Et dans le statut, il y a des choses qui sont importantes, parce que dedans, il y a les devoirs et obligations. Et quand on est agent public, on a des devoirs et des obligations, et on a aussi des droits. Et ça, c'est important que ça soit bien mis quelque part, et c'est une prérogative d'être fonctionnaire ou agent public, c'est pas tout à fait la même chose, bien qu'il y en ait des 2 catégories au sein du ministère. Je vais vous donner un exemple que vous avez évoqué, c'est quand vous avez abordé la question sur les ICT-TCT. Le problème qu'on a actuellement sur les ICT-TCT, c'est qu'on cherche à appliquer une convention collective du privé à des agents publics avec la rigueur budgétaire du public. Donc à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Quand on passe de position à classe d'emploi, on ne paye pas les gens de la même façon et donc ça ne matche pas budgétairement. Et c'est pour ça que la DGA, elle essaie de mettre tout le monde au plus bas, parce qu'elle n'a pas l'argent pour mettre les positions qui correspondent à la réalité des compétences. Alors quand vous abordiez la question de savoir est-ce qu'il faut revoir le statut parce qu'il y a des métiers, il y a des compétences, vous retombez exactement sur la même mauvaise photo d'aller copier quelque chose qui est dans le privé alors qu'on est dans le public. Attention à ces mouvements-là. Ils sont préjudiciables pour la fonction publique et surtout, ils démotivent les agents et ils perdent de sens. Parce qu'on va vous dire, oui, le statut ne colle plus à la réalité du marché. On n'a qu'à changer les spécialités, on n'a qu'à ouvrir. La cyber, demain, on rajoute dans les statuts des ingénieurs la cyber, on recrute des ingénieurs cyber fonctionnaires. On n'est pas obligé d'aller chercher des contractuels. Voilà, c'est tout. C'est un peu se donner la force de ce qu'on veut. Vous avez abordé la question, je vais aller assez vite, j'ai déjà 3 minutes 21, ça file, sur le logement. Alors le logement, vous l'avez dit, vous avez plusieurs types de logements. Je ne vais pas vous faire un cours sur le logement. Vous avez du privé, comme tout le monde. Vous avez du domanial. Alors moi, je vais vous parler que du domanial. C'est ce que le ministère possède en propre. Et donc le domanial, actuellement, il est comme le reste du ministère. Il est en jachère depuis des années. Quand vous n'entretenez pas un immeuble, qu'est-ce qui se passe? L'immeuble, il tombe en ruine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le logement devient insalubre. Donc, on met des agents publics dans des logements insalubres, et puis quand on les reprend en gestion, on dit « Monsieur, vous ne pouvez pas habiter là. Le droit vous l'interdit. Sortez, on va vous reloger. » Et donc, pendant un certain temps, des logements qui pouvaient être à un loyer socialement intéressant, souvent des gens qui n'avaient pas
sachant qu'en région parisienne, les logements représentent plus de 50% du salaire de l'agent. Quand vous êtes relogé au tarif réel du marché, ça fait mal au porte-monnaie, quoi. Je vous la dis franche, parce qu'on est... Donc il y a un vrai sujet, et donc on ne peut pas dire que ce qui a été mis en place est mauvais, mais le retard accumulé fait qu'on a des conséquences sur le projet qui est tout à fait louable, hein, qui est un projet de remise en norme, en plus avec des projets de développement durable, avec tout ce qui va bien. On a un super projet, mais c'est dans 30 ans qu'on verra la livraison. Moi, dans 30 ans, je ne serai plus fonctionnaire, je vous le dis, hein, je serai peut-être sous. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Vous parliez des carrières. Les carrières, elles sont ah oui, une autre réforme des retraites, c'est vrai qu'on pourrait faire un petit peu plus, mais 30 ans. Oui, tu as raison. Mais bon, j'ai 50 ans quand même, donc ça va être dur, quoi. 80 ans, il faut mettre des pentes douces et des déambulateurs dans tous les postes, quoi. Là, il y a un autre sujet. Vous évoquiez le sujet des carrières. Les carrières, les collègues en ont parlé. Il y a vraiment un sujet de valoriser le personnel civil et de le mettre en responsabilité. Souvent, on est le second couteau. On est la personne qui assure le travail en permanence, mais on a un chef pendant 2 ans, et pendant 2 ans, on lui prépare les fiches au chef, pour qu'il brille, voilà, qu'il fasse lui sa carrière, et nous, on ne la fait pas. Là, il y a un sujet intéressant que vous avez évoqué, c'était les externalisations. Les externalisations, elles ont permis... une externalisation, en gros, c'est un coût budgétaire de 20% en plus minimum, sur le même matériel. Si vous prenez du matériel encore plus récent, alors là, vous explosez parce qu'on n'a même plus de visibilité. Comme le matériel est neuf, avant que vous ayez à le réparer, sur de l'électronique, en plus, c'est de l'échange standard, donc ça coûte très très cher. Donc tout ça, cette externalisation coûte très cher. C'est pour ça qu'on a des mouvements en arrière, qu'on a repris des recrutements des ouvriers de l'État. Donc le ministère, il s'adapte. Il s'adapte avec ce qu'il a comme moyen. Et donc on tricote, on détricote les choses qui ont été évoquées, faites avant, et comme on l'a évoqué précédemment. Sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire assurer un salaire quand les gens... un revenu de substitution quand les gens sont arrêtés pour cause médicale, c'est ce qu'on appelle de nos voeux avec la prévoyance. C'est ce qu'on appelle de nos voeux avec la prévoyance. Et ça arrive, mais ça fait 2 ans que ça traîne. Et là, ça arrive. Alors, dans quelles conditions ça va arriver? Alors, je crois que on est passé de 5 à 7 euros. Il y a des choses comme ça qui sont dans le tuyau. Mais bon, en tout cas, on va le négocier. Mais comme a dit Gilles, on essaie de négocier, mais en fait, il faut qu'en face, on nous dise oui ou non. Donc le problème, c'est que souvent, on nous dit non, c'est comme ça. Donc ça sera, je vous le dis, on va à 7 euros, quoi. Après, il y a des conditions. Nous, on est, je pense qu'on l'est tous. Vu la nécessité de rationaliser un peu les actes de gestion, on essaye que les différents statuts et positions administratives, de les simplifier vis-à-vis de ces cas particuliers, pour éviter que les dossiers traînent du fait d'une complexité à outrance des textes. Donc on en profite d'avoir un texte sur la prévoyance pour essayer que tout le monde ait le même régime, de simplifier les choses. Pourquoi les ouvriers, le capital d'essai, c'est ça? Pourquoi les agents sous contrat, il n'y a pas la subrogation? Pourquoi ci, pourquoi ça? Donc tout ça, on essaie de faire en sorte de simplifier la gestion, parce que chaque statut ou chaque corps d'emploi fait qu'on a une différence de traitement. Et des fois, ce n'est pas les mêmes personnes. Une fois, c'est la sécurité sociale qui gère. Une fois, c'est l'État directement employeur. Après, c'est l'État, mais au niveau d'un autre service. C'est très complexe. Donc, toutes ces choses, on essaie aussi, par ce texte, de les simplifier. Je vais revenir sur un dernier point, qui est la partie que vous évoquiez de la conférence sociale. Nous, à l'UNSA, et je pense aussi les autres, je ne veux pas m'engager à leur place, nous, on demande une conférence sociale, mais pour le public. Parce que je voulais expliquer le problème d'aller dans la conférence du privé. On va trop avoir envie de partir dans le privé, quoi. Il ne faut surtout pas qu'on y aille. Donc il faut qu'on reste dans nos conférences publiques, il faut qu'on nous mette sous cloche, parce que si on commence, mais je vous dis ça, vous en rigolez, mais nos ouvriers de l'État qui sont à Bordeaux ou de l'autre côté de la Garonne, il y a comment dire, Dassault. Dassault, c'est 1 000 euros par mois en plus, quoi. Donc sinon, on va voir votre conférence sociale, on va tous se barrer, hein, parce qu'on n'est pas... On est quand même conscient de nos savoir-faire, on est quand même conscient de notre niveau de recrutement. Alors quand on est rentré dans la fonction publique à une époque, c'était parce qu'on pensait dérouler une carrière, mais comme je vous l'ai dit, quand on vous a gelé vos salaires et qu'en gros tout le monde gagne plus que vous, à un moment donné, vous allez voir ailleurs. Et vous asseyez, en plus on vous promet une réforme qui va peut-être faire public-privé ou je ne sais pas quoi dans le futur, parce qu'il faudra réduire encore le casse-pension, parce que c'est un peu la démarche. Donc à un moment donné, il n'y aura peut-être plus d'intérêt de rester dans la fonction publique.
Et ça, c'est le gros risque. Parce qu'actuellement, on le disait entre nous, il y a encore un an, on avait 19 postes d'ouvriers d'État, il y avait 200 candidats. Ouais, 200 candidats. Maintenant, on ouvre 19 postes, on a 9 candidats. Pour un statut d'ouvrier d'État qui est, je l'avoue, plus intéressant que celui de fonctionnaire quand même. À la fin, pour la retraite, c'est quand même plus intéressant. Donc si ça, on n'arrive même pas à remplir, il faut s'interroger. Et regardez un petit peu ce qui se passe chez les militaires. Les militaires, c'est pareil. Il y a 20 ans en arrière, c'était un engagé volontaire pour un poste. Actuellement, ils ne remplissent pas leur contrat. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à recruter du militaire. C'est pas que, vous voyez, ça va au-delà de la mission, au-delà de l'intérêt général, ça va au-delà de tout ça. C'est vraiment une conception, je pense qu'il y a un problème de rémunération. Et le problème de rémunération, il est simple, c'est réindexons le point d'indice à la valeur de l'économie, ce qui était sa vocation initiale. Le point d'indice est là pour tenir compte de l'évolution économique du pays. Si on réindexe notre indiciaire à la valeur du point, on retrouvera naturellement un équilibre par rapport à l'évolution de l'économie du pays. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci. La parole est à FNTE CGT. Oui, je vais faire moins long, j'espère. Alors la question sur l'indexation des salaires sur l'inflation, oui, bien sûr, salaire et pension. Il ne faut pas oublier les pensions. Voilà. Alors, sur la transformation, je rejoins ce qui a été dit. On parle de transformation, voilà, mais ça reste des restructurations. Faut pas. Mais on nous change les éléments de langage très régulièrement, pensant que ça va faire passer la Valda. C'est pas vrai. Ce sont des restructurations. La conséquence de ces restructurations, c'est un climat anxiogène pour les agents en permanence. Donc voilà, notamment sur les catégories les plus faibles. Donc c'est quand même depuis le temps, voilà. Donc Monsieur Macron n'a rien inventé, voilà. Sur les primes, la part des primes. Au-delà de la part des primes, il y a l'attribution qui est quand même très très individualisée. C'est-à-dire qu'on a des méritants, on a des moins méritants, et puis on a une grande majorité d'agents qui sont pas du tout méritants. Voilà. Donc elles sont attribuées comme ça, les primes. Il y a ce qu'on appelle un compte rendu d'entretien professionnel, voilà, qui va établir, voilà, qui va évaluer l'agent, et s'il a bien travaillé, si toutes ses croix sont dans la bonne colonne, il y aura une prime. Et voilà, c'est aussi ces méthodes-là qu'on dénonce. Voilà. Les déroulements de carrière, oui, si les déroulements de carrière, ils existent s'il y a des embauches à statut. Pour la CGT, comme l'ont dit mes collègues des autres organisations syndicales, défend les embauches à statut. La fonction publique, c'est pas des sous-traitants, c'est pas de l'externalisation, c'est des fonctionnaires, ce sont des ouvriers de l'État en ce qui concerne notre voilà, et les contractuels. Alors c'est pas nouveau non plus, les contractuels dans la fonction publique, sauf que la loi de transformation fonction publique a élargi le spectre pour les recrutements de contractuels. Et les contractuels, c'est une variable d'ajustement. Parce que quand on restructure en permanence, que du coup les ouvriers d'État vont dans le privé, pardon, que voilà, il y a cette petite variable d'ajustement qui sont les contractuels. Concernant le logement, là c'est pareil. Le logement, c'est la problématique générale en ce moment du logement social en France. On subit de la même façon dans nos ministères, dans notre ministère, la problématique du logement social. Je répondrai concernant la conférence sociale. La CGT participera à la conférence sociale, mais portera évidemment la question des agents publics, parce qu'on ne peut pas
on ne peut pas ignorer toute cette frange de salariés, puisque nous sommes agents publics, mais salariés. Donc il est évident que, et je rejoins ce qui a été dit, une conférence sociale sur le sujet pour les agents publics, ce serait idéal. Voilà, j'en ai terminé, je fais le tour. Voilà. Sur l'aéro, je rejoins ce qui vient d'être dit. À Bordeaux, hier, 4 démissions d'ouvriers d'État. Voilà, pour aller travailler de l'autre côté de la Garonne, chez Dassault, avec des salaires qui sont beaucoup plus attractifs. C'est un souci. Merci. Merci. Et enfin, la parole est à la CGC et ou la CFTC. C'est beau. Merci. Donc, je vais continuer à répondre aux questions un petit peu comme mes collègues l'ont fait juste avant, en essayant d'évoquer certains aspects, puisque certains ont déjà été évoqués. Alors, je vais commencer par l'absence d'informations sur le projet de transformation au niveau des organisations syndicales, comme un certain nombre de personnels. Nous sommes inquiets sur le sujet, parce qu'il a été abordé, comme mes collègues l'ont dit, on est en restructuration depuis 1993. On en a connu beaucoup. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Mais ça fait une transition avec le sujet du dialogue social. Parce qu'effectivement, si on peut constater qu'il y a une amélioration, entre guillemets, des relations avec le ministre, on a eu une première réunion, il s'est engagé à nous réunir avec un rythme trimestriel. Donc nos deux fédérations sont attentifs à ce qui va se passer et voir comment se dérouleront ces réunions. Pour ce qui est du dialogue social avec l'administration, nous sommes écoutés. Pas toujours forcément entendu, bien entendu, par rapport à nos propositions et les actions, mais on arrive à faire avancer nos dossiers. Si on revient sur le sujet des personnels et ce que j'ai entendu au niveau des statuts, je pense que notre ministère a besoin de compétences qui sont différentes et variées selon les problématiques. Effectivement, on a besoin des fonctionnaires, qui est le cadre de la fonction publique. C'est un cadre qui est connu, puisqu'on sait quelles sont les spécialités, les statuts qu'on a et qui sont autorisés au sein de la fonction publique. Il est clair que notre ministère est spécifique dans ses missions au niveau de l'armement, de la maintenance en conditions opérationnelles, de la cyber. Il y a un certain nombre de sujets qui lui amènent à recruter des contractuels sur différents aspects. Et là, on ne peut pas forcément les recruter sur certaines spécialités, puisqu'on ne va pas forcément faire des concours pour des spécialités qui vont demander 1 ou 2 personnes, ou alors pour vraiment des experts de très haut niveau, puisque nos grilles de fonction publique pour les personnels qu'on recrute au sein de notre ministère ne vont pas nous permettre de recruter des personnels qui auront les compétences du niveau requis. Et donc c'est comme ça qu'on arrive au sujet qui a été évoqué sur les ICT et TCT, en complément de ce qui a été, que je partage avec mes collègues. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premières réunions, on s'est aperçu que le projet ne correspondait pas, et notre ministère a créé une intersyndicale avec la CGC est historiquement une des premières organisations sur le sujet, et donc on a fait des propositions qui ne sont pas forcément entendues. On verra ce qui nous sera proposé au mois de novembre, mais on reste inquiet sur cet aspect. Et enfin, il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, c'est les ouvriers d'État, que notre ministère a aussi. Et là, on a un statut qui permet de recruter des personnels qualifiés pour certaines missions. Mais là aussi, on trouve un sujet aujourd'hui, c'est les démissions, puisque, comme il a été évoqué dans certaines questions, il y a le monde concurrentiel. Et effectivement, dans certains domaines, les entreprises viennent à la sortie pour recruter nos personnels de notre ministère. Si je rebondis aussi sur la fidélisation, nous avons des contractuels, sauf que notre système permet, ce qui a été mis, comme l'a dit ma collègue, au niveau de la loi de la transformation, a été évoqué de recruter des contractuels. Alors aujourd'hui, les contractuels sont recrutés au prix du marché, ce qui permet de pallier le problème de la grille de salaire. Donc on peut être au salaire, sauf que dans le temps, au bout de 3 ans, il n'y a pas de revalorisation et nous ne sommes plus au niveau du marché. Et les nouveaux agents qui sont recrutés, eux, vont être au-dessus. Ce qui fait que, naturellement, les agents vont démissionner parce qu'ils vont trouver mieux dans le privé. Et là, on a une vraie concurrence. Et je souligne ce point qui est important pour notre ministère, qui est très technique, sur des métiers qui sont assez pointus, avec une notion que je rappelle sur l'armement, par exemple, où on a besoin de compétences. Et là, avec ce mécanisme, mécaniquement, on les perd. Alors, je ne parle pas de la retraite, puisqu'on a une pyramide des âges où on va avoir, dans les prochaines années, beaucoup de départs.
Et ce point est important sur la compétence, ce qui amène derrière le sujet qui a été évoqué sur l'externalisation, parce que bien entendu, si on n'a plus les compétences en interne, il va bien y falloir ailleurs. C'est aussi un point qui a été évoqué sur le sujet de la restauration dans notre ministère, puisqu'on s'est aperçu de 2 sujets. Le premier, c'est qu'il manque des ouvriers d'État qu'on ne recrutait plus dans certaines professions, dans certaines choses. Et de l'autre côté, certains restaurants étaient relativement vétustes parce qu'on n'avait pas financé les travaux dans ces établissements-là. Donc la solution a été d'externaliser un certain nombre de restaurants et de les transférer aux économas des armées. Et donc on a une problématique à la fois de personnel, de sociétés extérieures qui viennent faire les missions dont nous avons besoin, et tout ça se traduit souvent par des augmentations de prix pour les agents, au passage. Ensuite, il était évoqué le sujet du parcours professionnel dans notre ministère et un certain nombre de points pour évoquer le sujet de fidélisation de nos personnels. Mes collègues ont évoqué le sujet de la reconnaissance et du positionnement de nos agents. Nous, on souligne le manque de parcours professionnel, c'est-à-dire que pour certains grades, on se retrouve à ne pas pouvoir faire un parcours professionnel complet dans certaines filières, et ce qui fait à nouveau une perte de compétences, puisque les personnes vont aller ailleurs ou vont changer de spécialité, ce qui est dommage. Donc ça fait quand même, et mécaniquement, comme je l'ai dit, ça fait quand même beaucoup d'effets qui se conjuguent et qui ne permettent pas d'assurer en fait une continuité de service. Je rebondis sur ce point-là avec un aspect sur l'attractivité de notre ministère. Je prends un exemple. Si on veut recruter des fonctionnaires, qui serait un point assez important, un sujet qu'on connaît bien, c'est le recrutement, par exemple, du concours externe des ingénieurs civils de la défense, qui a été mis il y a quelques années, 2-3 ans, à Bac+5, sauf que sa grille de rémunération est calée sur un Bac+3. Donc évidemment, est-ce que vous pensez que beaucoup de candidats qui vont être très performants en cyber, en MCO, maintenant, conditions opérationnelles aéronautiques, vont se présenter à ce type de concours? Et bien, le résultat, c'est qu'effectivement, au concours externe, il n'y a pas de personnes extérieures de notre ministère. Les recrutements se font avec des personnels qui sont déjà dans notre ministère. Donc ça montre le sujet d'attractivité. Et donc on a compensé ce système. Alors vous évoquiez les primes, et c'est là pour compenser, on rajoute des primes pour essayer que ça soit un tout peu plus élevé en termes de salaire. Mais on n'est pas sur un niveau de rémunération, puisque c'est encadré. On n'est pas sur un niveau de rémunération attractif, ce qui fait qu'on a un problème de fidélisation de haut personnel. Voilà, j'ai dépassé. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois plus de demande de prise de parole. Donc écoutez, Madame, Messieurs, il me reste à vous remercier pour ces échanges, à la fois vos présentations, les réponses à nos questions. Et mes chers collègues, je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine audition demain à 9h avec le chef d'état-major de l'armée de terre. Bonne soirée à tous.